Le but de ce Midi Tech, là, ça fait longtemps qu'on voulait faire ça avec Mathieu, c'était de vous présenter ce qu'on fait quand on fait les points de suivi projet. Et en particulier qu'on discute ensemble. Donc le but de ce Midi Tech, là, c'est vraiment que ce soit interactif et qu'on discute ensemble en fait de ce qu'on considère être un projet qui est sur des bons rails ou pas. Et ce qui serait hyper intéressant, c'est que vous apportiez vos retours d'expérience sur ce que vous avez pu constater sur les différents points, des choses qui marchent et des choses qui marchent pas bien. Voilà, au cours des projets courants ou des projets de vos vies passées. C'est ça, Mathieu ou... Oui, c'est exactement ça. Donc, comme vous savez, ou en tout cas, on l'a dit dans les points boîtes qu'on a fait régulièrement. Donc, nous, donc, vous voyez, les projets qui sont suivis mensuellement ou tous les 2 mois, pour les projets qui tournent un peu plus, qui sont suivis par Tristan et moi. Donc, c'est évidemment... Pardon, tu veux que je zoome ? Donc évidemment, c'est mouvant, hein, suivant les projets, suivant voilà, tout ça. On a intégré récemment aussi donc, plus les personnes qui sont... Alors, ils sont sur des projets, mais ce n'est pas forcément des gens qui ont la grosse mainmise sur le projet pour vraiment changer tout. Plus, donc les modes AT, tout ça, notamment donc, Mathis et Antoine. Et donc là, on va vous présenter... Oui, vas-y. Je disais et Antoine, j'ai l'impression que tu butais dessus. Mais... J'avais dit et Antoine, oui. Je ne butais pas sur Antoine, pauvre Antoine. Tellement de monde. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir, évidemment, ceux qui ont déjà fait, ceux qui sont là, ne sont pas obligés de répondre, ou au moins donner leur vision, mais sans spoiler toutes les réponses. On va parcourir un peu, en fait, notre template de suivi des projets, pour voir ce que vous imaginez par catégorie, par type d'éléments qui, selon vous, serait on va dire, le standard chez nous, chez Lixi. OK ? D'où l'interactivité. Donc, l'idée du sur-projet, ça commence toujours par une identification du projet. Nom du projet, client, identifier les personnes sur les projets. Donc, évidemment, là, les catégories ne sont pas fixes. Ça peut évoluer, ça peut changer. Donc là, c'est un template très agile avec des PO, des Scrum, tout ça, mais ça peut évoluer. Ce n'est pas forcément qu'un lead tech qui est identifié en suivi, notamment Inès qui participe à plusieurs suivis. Hein. Et donc, dans ce cas, ça serait complété. J'ai juste un petit mot sur le lead tech. Là. Le but, c'est pas de désigner une personne qui sera coupable de tous les maux. C'est juste que personnellement, moi, je me méfie des responsabilités qui sont diluées. C'est-à-dire que si on a une équipe où personne n'a officiellement la responsabilité, c'est un peu comme si... imaginez que tout le monde va le faire spontanément. En général, ça ne marche pas. Donc, s'il y a une responsabilité qui n'existe pas, en fait, en vrai, personne ne la prend. Alors, c'est pas tout le temps vrai. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des équipes où les gens se connaissent bien, où ça marche très bien. Donc, ça, c'est pas un souci. Mais ce dont on veut vraiment s'assurer quand on fait ça, c'est que y a quelqu'un qui est officiellement responsable des choix techniques. Que s'il y a des sujets compliqués à gérer, ce sera cette personne-là qui, à la fin, aura la décision. Du coup, sur les liens projets, ça, c'est juste pour qu'on ait un endroit regroupé, que ce soit facile de tomber sur l'outil de gestion des tickets. Alors, en particulier, si c'est des choses qui sont chez nous, c'est-à-dire qu'on peut facilement aller voir les tickets, la doc, tout ça. Au-delà de ça, c'est s'assurer que ces choses-là existent, parce qu'on pense que dans tous les projets, on devrait avoir un outil de ticketing, de la doc, que ce soit fonctionnel d'outils techniques, et évidemment les repos Git. Et intégration continue, évidemment. Sonar, alors Sonar, moi je suis plus partagé, je sais qu'il y a des projets qui n'en ont pas, je ne suis pas sûr que ça marche moins bien pour autant. Ouais. Mais bon, en tout cas, si le lien existe, on le met là également. Sur la méthodo, donc là, on est très centré Scrum, donc je sais qu'il y a des projets qui n'utilisent pas Scrum. Dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que les différentes responsabilités qu'on trouve dans Scrum existent bien et sont bien claires. Ça, pour moi, au moins dans les projets Lixi, c'est la source principale de friction qu'il y a dans les projets. C'est au niveau de l'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend à trouver
dans un projet, donc il y a le Scrum Master, donc ce qu'on met là, c'est qui est officiellement le rôle de Scrum Master. Alors, justement, là, je vas-y. propose, peut-être qu'on me demande, qu'est-ce qui est pour vous le rôle de Scrum Master? Qu'est-ce que vous attendez comme rôle de Scrum Master sur les projets? Est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Tu peux prendre le micro, Hugo. Attends, faut que je démute. Ça va être insane. Vas-y. Ok, C'est bon. on voit rien. Rôle de Scrum Master, ce serait pour moi piloter les cérémonies agiles et permettre de faciliter globalement toutes les petites choses qui peuvent ralentir un projet. Donc, globalement, c'est un peu le rôle de Scrum Master et ce côté pilotage des cérémonies. Pour moi, c'est ces 2 points-là déjà. Ok. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Du coup, si vous attendez pas d'un Scrum Master, c'est que c'est une bonne remarque. Ouais. Je reprends. Si tu veux. Ce que j'attends pas d'un Scrum Master, du micro-reporting. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui précisément? Qu'est-ce que tu fais demain? N'oublie pas de vraiment le micro-suivi, pilotage, type voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois faire, avec une mainmise un peu trop forte sur la manière dont tu fais ton travail. Ok. D'autres avis, remarques? Non? Bon, ouais, donc grosso modo, c'est ça aussi à peu près qu'on a en l'idée. C'est pour moi, en tout cas, le Scrum Master, c'est vraiment un rôle de facilitateur. C'est important. Donc dans tous les rôles qu'il y a, ça peut être les mêmes personnes qui partagent le PO. Le Scrum Master peut être des fois la même personne, ça arrive pour des petits projets. Après, l'important, c'est qu'il y ait vraiment qu'on identifie la personne, notamment en termes de responsabilité, de savoir à qui on doit s'adresser quand il y a des problèmes, quand il se passe des choses. Qui, par exemple, alors pour le PO, il y a la même chose, qui porte le fonctionnel des projets aussi. Ça, c'est important. Et il y a eu dans le passé des cas où c'était un peu flou, on ne savait pas vraiment, et où plusieurs personnes portaient la chose. Et dans ce cas-là, on sait que ça ne marche pas très bien. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on s'attache. Puis il y a une remarque. Un dernier truc sur Scrum Master, juste. Moi, un des trucs que j'attends du Scrum Master, c'est que ce soit officiellement lui qui est chargé de tracer les sujets et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un truc qui se perde au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que si on a dit qu'il y avait un truc à faire, c'est lui qui doit prendre le point de s'assurer qu'il y a bien une tâche qui est créée, qu'on la prend à un moment donné, quoi. Celui-là, en fait. Sans le partager. Ça, vous allez voir Tristan. Ok. Le PO, est-ce que quelqu'un qui n'est pas Hugo peut nous parler de PO? Allez. Antoine. Pour moi, du coup, c'est la personne qui va faire l'interface entre le client et l'équipe de dev, donc qui va récolter les besoins du client, qui va les traduire en tâches techniques, plus ou moins techniques du coup, mais vraiment en transcription du besoin, quoi. Ok. Et qui va faciliter du coup aussi la compréhension entre l'équipe produit qui a peut-être moins la connaissance technique et l'équipe technique qui comprend un peu moins le lexique métier, quoi. Pour moi, il va aussi avoir pour rôle de challenger le client pour s'assurer que les demandes sont légitimes, réalisables, un minimum, ou au moins de voir avec l'équipe de dev que c'est faisable, que c'est pas une aberration technique ou même un besoin pas vraiment existant du point de vue des utilisateurs, choses comme ça. Ok. Et faire des stories. Et faire des stories. Non, mais et voir avec l'équipe de dev justement les stories et bien expliquer que tout soit clair pour commencer les devs en fait. Que ce soit le plus limpide possible quand on commence à dev. Ouais. Ok. D'autres choses? Quentin? Moi, je pense que c'est important aussi de faire la distinction entre PO et proxy PO. Parce que pour moi, un PO, c'est product owner, quoi. Donc, c'est vraiment la personne qui a la responsabilité de son produit, de sa feature, de tout, quoi. Donc, à la fin de la journée, c'est cette personne-là qui décide à quoi son produit ressemble, quoi. Ouais. Donc, ça recoupe les histoires de story et compagnie, mais c'est vraiment cette personne qui est censée décider. Qu'est-ce que tu mets dans le proxy PO, du coup? Si on est en Kanban ou en Scrum, qu'est-ce qui va être vraiment en priorité, quoi, sur le produit. Vraiment. Et pour CPO, c'est plus ce qu'on a chez nous, parce qu'on est en rapport avec des clients. C'est justement ce que tu disais, Antoine, je pense, qui correspond à ça. C'est la personne qui va faire l'interface avec le client qui est en réalité. Ouais.
Ok. Donc, c'est ce qu'on s'assure, c'est que ce rôle existe sur les projets, hein, parce que... Ouais. Bon, je ne parlais pas, c'est pas grave. Je ne suis pas muté. Donc, on s'assure qu'il y ait ce rôle-là sur les projets qui soit identifié. Encore une fois, on est plus dans une démarche d'identification du projet et que les rôles sont bien respectés. Il y a vraiment quelqu'un qui porte... en termes d'équipe Lixi, on va savoir à qui porte vraiment le fonctionnel et la vision du produit sur le projet. Donc, ouais. Quelque chose à rajouter, Tristan? Peut-être deux trucs. Je ne sais plus qui a dit que le PO il faisait l'interface technique. Pour moi, la partie technique, c'est quand même bien l'équipe de dev qui l'a. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre du PO, on peut pas attendre du PO qu'il prémâche la partie technique, quoi. Partie technique. Et Alors, ça a coupé, mais oui, je te disais, je pense c'est que oui, c'est pas le PO qui doit porter la partie technique du tout, c'est l'équipe de dev ou le proxy PO qui va faire ce lien avec la technique. Et après, c'est aux développeurs de faire aussi de faire comprendre et de toujours en partenariat avec le PO pour voilà, rationaliser la chose s'il y a des sujets qui vous semblent complètement overkill ou des features après c'est lui qui estime a priori la valeur métier, hein, mais si vous estimez qu'il y a des choses par la valeur métier que c'est pas incroyable et que derrière il y a 15 jours de dev, bon bah voilà, c'est aussi à nous de... Mais c'est normal que lui arrive avec des US qui sont techniquement pas du tout mûrs et qui soient un peu qui paraissent bêtes des fois, quoi. Parce que ça, c'est votre métier d'expliquer ça. Il ne faut pas attendre ça de lui, quoi. Et deuxième point pour finir sur le proxy PO, pour moi, idéalement, il n'y en a pas besoin. Il y en a clairement besoin quand personne n'écrit les US. C'est-à-dire que si le PO il n'est pas disponible ou il considère que c'est pas son taf d'écrire les US, ben là, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce rôle-là. Et donc, c'est là qu'on va mettre un proxy PO. Mais dans le cas idéal, pour moi, il n'y en a pas besoin. Je re-switch sur les enceintes. Oui, alors par contre, après, je mettrai un petit bémol là-dessus, c'est que dans des prestations où le PO chez le client, faire un lien interne peut être pertinent, je pense. Dans le cas des proxy PO, quoi. Ok, on va enchaîner. Un daily meeting. Est-ce que quelqu'un peut me parler d'un daily meeting et comment, selon lui, surtout parce que tout le monde connaît un peu le daily meeting ou le stand-up meeting ou le... Non. Quelqu'un peut expliquer pour lui ce que c'est qu'un bon daily meeting? Ah, c'est vous. Sauf Hugo, sauf Antoine et Romain pour l'instant, mais vas-y, Marc-Antoine, le micro est ici. Le bon daily meeting, c'est une réunion à... Non, mais... une réunion, si on veut être radical, time-boxé, mais assez succincte où chacun explique, du coup, sans rentrer dans les détails, ce sur quoi il a pu travailler la veille ou la journée, enfin ça dépend aussi de quand est-ce qu'on les fait, et ce sur quoi il a éventuellement prévu de travailler, pour que chacun ait un peu une idée de ce que les autres vont faire dans l'équipe. Potentiellement, ça permet aussi de savoir quand on a des questions, on sait qui sont les personnes qui ont pu travailler sur tel ou tel sujet et aller plus facilement poser des questions et éventuellement soulever des éventuels problèmes qu'on peut avoir pour aussi identifier les problèmes, les personnes qui peuvent aider, mais pas pendant le daily justement, parce que le but c'est pas de perdre les personnes qui n'en ont rien à faire. Et il y a des points, il y a des réunions qui servent à ça pour le faire. Ok. Quelque chose à ajouter, messieurs, dames? Ok. Donc, encore une fois, nous, là, sur ce truc-là, je pense que tout le monde sait à peu près un daily meeting. Mais alors, un daily meeting efficace, je pense que là, c'est toujours le sujet, que ça ne devienne pas justement juste du reporting et que ça ne dure pas 45 minutes et que les gens s'endorment et au final, font autre chose pendant le daily. Sur le risque avec ça, et l'idée, c'est justement de cadrer ça pour faire des délits efficaces. C'est ce qu'on essaie de voir avec vous dans ce suivi. Voilà. Et juste une petite remarque à ce sujet-là. Je pense que souvent, les gens n'osent pas recadrer les daily, c'est-à-dire que vous subissez le daily en disant ce daily-là, il est chiant, ça sert à rien, ça dure 3 heures. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, et c'est aussi le rôle, je pense, de l'équipe de dev, d'aider
à optimiser les réunions, quoi, et de proposer autre chose. Je sais que surtout les débutants, c'est pas simple à faire, mais mon expérience personnelle, c'est que les gens aiment bien au final. On les aide à organiser le projet et tout le monde est content à la fin, quoi. Donc, faut surtout pas hésiter à essayer d'améliorer toutes ces choses-là. Ouais, Que ce soit parce sur que le daily, sur le rôle du PO, sur le rôle du Scrum Master éventuellement. ouais. Clarifier les attentes et les objectifs, quoi. Si on voit que ça marche vraiment pas, on peut tout à fait imaginer. Alors il y a des rôles de timekeeper notamment qui permettent de dire attention là ça déborde, vous voyez ça après le daily, etc. C'est des rôles qui sont envisageables, ça tourne et puis voilà. Ça peut se faire aussi avec des accessoires, c'est-à-dire, je peux avoir une petite horloge à la con, style les trucs qu'il y a pour les échecs. Tu arrives, tu démarres, et si jamais ça dépasse les 10-15 minutes que vous vous imposez. Ouais. Ok. J'ai une question. Vas-y. C'est quoi la bonne taille alors d'une équipe? Je sais pas si tu l'as après. On n'a pas la bonne taille d'une équipe, c'est pas quelque chose. Parce que même avec un timekeeper, tu mets 1 minute, 2 minutes par tête, vous êtes 15, ça fait une demi-heure direct. 15, Voilà. Ouais, alors après, Ouais, c'est pour ça que quand j'ai dit vite fait pour le daily, moi j'ai dit bah ça peut être 10-15 minutes, c'est aussi à la tête de l'équipe. Et puis bah c'est aussi le principe de l'agilité, c'est que la première fois tu vas peut-être dire 15 minutes et en fait ça va être trop. Après tu vas dire bah on va tester 5. Non, c'était trop court. Et au bout d'un moment, tu vas à peu près savoir que bah, pour telle personne, il faut. Je pense que la réponse de Normand, c'est il n'y a pas de bon temps. En fait, l'important, c'est que ce soit efficace. Donc, il n'y a pas de court ou long. Si c'est trop court, on peut avoir un délit qui ne sert à rien, où en fait, on n'apprend rien et c'est juste inutile. Trop long, bah, c'est les délits qui perdent les gens et que on s'ennuie et on finit par plus écouter et c'est plus efficace non plus. Donc, après, des équipes de 15 personnes, ça commence à être beaucoup. Des délits inutiles, c'est clair. Mais bon, aujourd'hui, on est sur les projets d'outils, donc on n'a pas le cas encore. On verra peut-être qu'un jour, on verra ça. Mais bon, je pense que même des tailles à 5-6 personnes, 7 personnes, sur Cetra, on est monté à 7 personnes. On peut les faire en 15-20 minutes, ça passe. Surtout, c'est ce que disait Tristan, c'est le côté où dès qu'on sent qu'il y a des discussions où bah, en fait, ça va perdre au moins une personne, c'est que c'est problématique et qu'il faut pas être. Faut savoir dire, même si on va passer pour le gros relou, savoir dire bah, cette discussion-là, elle a lieu ailleurs et pas dans le daily. Et normalement, s'il n'y a pas d'ego, ça se passe très bien. S'il n'y a pas d'ego. Non, mais c'est vrai. Ouais. Oui. Ah non, t'as une question, il faut que tu prennes le micro, Inès. Ah bah si, sinon on n'entend pas. En fait. Tristan, il ne pourra pas entendre. Ouais, du coup, c'est que les devs qui doivent parler ou ça, c'est un peu mon sujet. Qui parle pendant le délit? Pour moi, c'est toutes les personnes qui font partie du projet. En fait. Si tu as travaillé sur le projet, tu dis ta journée hier, et tu dis ta journée d'aujourd'hui, et s'il y a des problèmes, tu prends les actions pour aller après le délit. Par rapport à ça, le fait d'avoir une personne potentiellement. Justement, par rapport à ça, le fait d'avoir une personne qui n'est pas forcément technique, bah, c'est justement le meilleur moyen de savoir à partir de quand la discussion elle dérive trop. Parce que si c'est genre par exemple un PO ou un Scrum Master qui comprend rien à la technique, si d'un coup la discussion, bah, il y a de la technique, non mais ça peut être le cas, c'est déjà arrivé. Hein. Du coup, bah, la personne va d'un coup être exclue de la discussion et c'est aussi un très bon moyen de savoir que bah, c'est rendu trop loin, quoi. Donc c'est aussi pertinent de faire inclure les gens qui n'ont pas forcément de côté technique, mais et de dire là ça demande trop technique, on ne suit pas. C'est tout à fait pertinent. C'est pas censé même pour aller plus loin que Marc-Antoine, en théorie, tous les gens du projet sont censés être au délit. C'est un prérequis. Ouais. C'est ça. Oui. Sauf que chez l'équipe, c'est pas le cas parce que le client il vient pas au délit. Ah bah sinon, ça dépend des projets. Ça dépend des projets. C'est ce qu'on regarde. Voilà. Je rebondis sur ta question. À nos délits, Corentin, Charles Hugo, Inès nous dit pas ce qu'elle a fait. Elle orchestre la discussion du délit pour que vous fassiez votre reporting. Mais elle nous dit pas, vous savez pas ce qu'elle a fait dans sa journée. Et en fait, c'est ça que finalement, le débat est là. Le Scrum Master, il est là pour assurer qu'il y a une discussion, qu'on ne perde personne et qu'il n'y ait pas et qu'on ne parte pas sur non, Kotlin, c'est nul, c'est de la merde et tout, machin, voilà. Et mais au final, tu vois, elle ne participe pas au délit.
Mais vu que alors, Comprendre son métier aussi, le fait de parler de ce jour, ça aide aussi quoi à Ouais, comprendre. bien sûr. Non, mais je dis pas, mais elle n'a pas le même niveau de participation que ce que nous. Et c'est pas attendu de sa part, forcément. Personnellement, je trouve ça bien quand tout le monde participe à part égale et qu'on comprend le métier de tout le monde et les problématiques de tout le monde. Alors, il faut que ça reste évidemment centré sur le projet. Hein. C'est pour dire, moi, j'ai passé une réunion sur autre chose. Ça n'a pas d'intérêt. Mais expliquer qu'on a fait une réunion avec machin ou machin pour discuter de tel sujet, moi, je trouve que c'est intéressant pour tout le monde. Ouais, carrément. Parce qu'on a tout le monde a la vision de comment on est en train d'avancer le projet. Et je suis complètement d'accord avec, je crois que c'est Hugo qui a dit qu'à partir du moment où on comprend plus ce qui est en train d'être dit, c'est-à-dire qu'on sort du cadre du projet. C'est-à-dire tout le monde doit être capable de comprendre ce que dit tout le monde, à mon avis, au daily. D'accord. Ok. Et ouais, juste sur comment rater un daily, là, j'ai une expérience récente que j'avais pas encore vue. C'est avec le manque de bienveillance. Là, on a fait pour Area Next, là, il y a un gars qui vient et qui commence à râler quasiment dès le premier daily en disant qu'un mec est mauvais, je sais pas quoi. Et là, depuis, il n'y a plus de communication. En fait, dès qu'il est là, tout le monde, plus personne n'a de problème, plus personne n'a de besoin, ni rien. Et voilà, c'est complètement raté. Donc, un truc qui est hyper important, je pense, c'est vraiment que ce soit un espace de parole libérée où personne juge personne. Et puis, voilà, c'est juste de la communication et de la synchro, quoi. Et comment tu gères ça? Là, c'est compliqué parce que c'est le grand chef. Mais en gros, ce que j'essaie de faire, c'est qu'il ne vienne pas parce qu'il n'a rien à faire là, en fait, quoi. Okay. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu cette posture-là, c'est parce que de toute façon, il comprenait rien à ce qui était en train d'être dit, donc il a dit un truc à côté de la plaque qui a calmé tout le monde, et puis voilà, quoi. Sympa. Ok. Et ça, c'est pas mal intéressant d'avoir que les personnes nécessaires. Exactement, ouais. Mais le PO, par exemple, pour moi, il est nécessaire, tu vois. Ouais, après, on vient au fait le PO est absolument nécessaire. Hein. Machin, tous ces trucs-là, d'arrêter d'inviter n'importe qui. L'organisation est supérieure à tout le reste. Ah ouais, c'est sûr. Je suis d'accord. Ok. Ça va pour les délits. Alors, durée des sprints, je ne sais pas si on fait peut-être tout le groupe sprint d'un coup, là, Tristan. Ouais. Donc, durée des sprints, bah, ça dépend des projets aussi. Hein. Souvent, d'ailleurs, c'est fixé par les clients. Donc, on n'a pas forcément la main dessus, mais c'est important de savoir comment les projets sont organisés autour des sprints. Est-ce que la durée est pertinente pour le sprint? Parce que au bout des sprints, on a forcément d'ailleurs on a attendu une sortie des sprints qui proposent, je sais pas, des démos, des trucs comme ça, que ça soit pertinent. Je ne vais pas me poser la question est-ce qu'il y a une durée sprint idéale. Je pense que ça dépend des projets. Donc, je ne pense pas que ce soit pertinent comme question. Tu veux ajouter quelque chose, Tristan? Non, je suis assez d'accord. C'est peut-être un retour intéressant avec Area Next, là. Au début, on avait des sprints qui étaient décorrélés des mises en production. Donc, nous, on faisait nos sprints de nos côtés. À la fin, on était content, on sortait une version, et puis on ne savait pas ce qu'il en advenait. Et en fait, on s'est rendu compte donc on avait des sprints qui étaient plus courts que les périodes nécessaires pour les mises en prod. Et en fait, on a rallongé. Donc, on a fait absolument. On est sorti des bonnes pratiques Scrum, je pense, parce qu'on est passé à des sprints de 4 semaines, hein, qui est censé être trop long. Et en fait, pour se caler sur des dates de mise en prod. Et ça a beaucoup mieux marché. Donc, voilà, c'est vraiment pour dire qu'il faut prendre du recul par rapport à ça et essayer vraiment de trouver la durée de sprint qui est pertinente pour le contexte. Et voilà, c'est tout. Et pas hésiter à la rechallenger aussi pendant le cycle de vie du projet. Quand on se rend compte que ça marche plus, qu'il y a des choses qui ont changé, ben on essaye d'améliorer en permanence l'orga, quoi. Alors, je vais grouper les 3 prochains. Et si quelqu'un peut me parler des 3 prochains, dire la différence, quelqu'un connaît la différence, quelqu'un peut me voir sa vision de tous ces 3 trucs, à quoi ça sert. Pardon? Ah, vous avez. D'accord. Je ne savais pas que c'était si avec mes autres jeunes. Alors, donc, je parle de sprint review, de sprint planning et de backlog refinement, qui est le mot qui remplace le backlog grooming. C'est un peu voilà, l'affinage de backlog. Bah, c'est un peu ça. Quelqu'un peut nous en parler. Au moins d'un des 3, si vous ne savez pas tout. Alors, Hugo, vas-y, Hugo, le micro est parti là. Ouais. Alors, je vais faire un peu les 3, mais rapidement. Sprint review, c'est la review de ce qui a été fait dans le sprint courant, avec potentiellement des mots s'il y a besoin.
Sprint planning, on prépare ce qu'on va mettre dans le sprint selon, on voit si les tickets ont besoin d'être split, on voit combien on peut, par rapport à la vélocité précédente, qu'on peut mettre dans le sprint. Et backlog refinement, c'est les tickets qui doivent passer de backlog to backlog prêt selon comment on gère ces colonnes. Mais en gros, le ticket après connu potentiellement dans l'os que le dev va découvrir, c'est on a à peu près enlevé les inconnus et les points bloquants sur les tickets qui sont prêts à développer. Si je fais rapidement, ce serait comme ça que j'aurais les 3. Avec qui se font les 3 étapes? Principe. Sprint review avec tout le monde, sprint planning avec tout le monde aussi, genre PO aussi pour savoir prioriser les features et tout, et backlog refinement potentiellement que les devs. Et... Scrum Master, oui, Scrum Master dans les 2 premiers sûrs et dans le 3e, pas forcément pour moi. Mais ça dépend de comment. Il y a sûrement plein d'autres visions. Ah voilà, maintenant que j'ai dit n'importe quoi, il y a des questions, c'est bien. C'est pour lancer le débat. Non, mais je pense pas que de toute façon il y ait de vraies règles dans les cours. Hein. Je pense que c'est efficace. Non, mais je pense que le PO est intéressant dans le backlog refinement pour être sûr que tout est bien compris, quoi. Surtout s'il y a un décalage, je pense. Bah oui. Notamment, les devs disent mais non, mais là c'est pas du tout possible, on peut pas le faire, machin et tout. Et je pense que faut quand même. Je suis d'accord sur l'intérêt, mais tu n'as pas peur que tu perds trop de temps dans le backlog refinement sur des plans techniques. Genre, ça va être intéressant une fois de temps en temps pour le fonctionnel, le reste du temps, tu vas être là sur juste des points techniques pour discuter. Du coup, tu les as fait à quel moment ces points? Parce que justement, le but, c'est d'avoir une definition of ready. Et pour moi, c'est sprint planning. Quand le PO te présente tes tickets, te dit je voudrais ça, ce ticket-là, ça représente ça. Et voilà. Refinement, j'aurais peur que le PO perde trop de temps sur des points techniques. Et peut-être pas. Enfin, nous, on a fait ça. Parce que, moi, je prends l'exemple que j'ai vu sur Accenture où en fait, on n'avait pas du coup de backlog refinement. On avait des US qui arrivaient en mode il faut faire ci ou ça. Et on prenait, on a pris par moment 4, 5, 6 heures pour essayer de comprendre vraiment. On s'est rendu compte qu'en fait, une US, en fait, c'en était 8 et que c'était pas bien fait. Et donc, si on a ces moments-là où ça peut être prévu 3 mois à l'avance par rapport à la feature ou autre, on va avoir un premier jet où on va se dire, OK, donc ça, on a ciblé un peu l'idée de ce que ça va être. On a des questions, on les pose et justement, tu as le PO qui est là, qui sert à guider un peu les réponses, à dire moi, ma vision, c'était ça. Et les devs vont venir ajuster ça pour dire OK, on a encore des inconnus, on aimerait en avoir plus. Et justement, ça te sert à. Le PO est censé être là justement pour t'aider à guider ces issues qui sont pas prêtes, pas matures pour les devs, aux yeux des devs en tout cas, quoi. Je pense que ça peut aussi dépendre du projet en fait. Parce que je sais que par exemple sur Seitra, on avait clairement besoin d'un PO pour les backlog refinement parce que en fait, le besoin client était archi flou. Et du coup, tu as besoin en fait d'un support métier sur les besoins. Et typiquement sur d'autres projets où par exemple c'est un peu plus séparé le besoin et tout ça. Et par exemple, moi sur mon projet en ce moment, j'ai beaucoup de tâches très techniques et il n'y a pas de besoin métier exprimé du tout. En fait, s'il y a un PO avec moi, il va me servir à rien, quoi, parce que de toute façon, le backlog, c'est pas des tâches métiers, quoi, c'est des tâches techniques. Donc, je pense que ça dépend un peu de comment c'est organisé, quoi. Enfin, il n'y a pas de solution idéale pour ça non plus, je pense. Ok. Autre chose à ajouter? Pour la sprint review, on va parler des stakeholders, mais normalement, c'est bon. C'est parce qu'on n'a pas de. Est-ce qu'on n'inclut pas la notion de stakeholders dans les projets qu'on a ou juste. Parce que potentiellement, le client n'est pas le. Enfin, ouais. Il y a une notion qu'on n'a pas du tout parlé, c'était les stakeholders qui sont dans certaines équipes Scrum. On en fait souvent mention dans les trucs Scrum, mais on n'en fait pas forcément mention dans nos projets, mais qui peuvent avoir c'est eux qui vont l'utiliser à la fin potentiellement et qui ont ces retours à faire justement. Le but de la sprint review, de dire en fait, ouais, c'est nickel, ça marche bien, ou alors peut-être que ça, il faut le retravailler. Et c'est à ce moment-là que ça intervient, quoi. Tristan, tu voulais parler peut-être? Ouais, je suis d'accord. Dans les projets d'XI, en fait, il y a souvent, c'est souvent pas des PO qu'on a en face, ce serait plutôt des stakeholders. Et c'est là justement où il va y avoir besoin d'un taf côté d'XI pour mettre un PO, donc convertir ce que veut de manière informelle le stakeholders en quelque chose, en une feature qui est implémentable. Donc ouais, dans ces cas-là, c'est hyper important évidemment d'embarquer le stakeholder sur les sprint review et éventuellement sprint planning. Et sinon, sur le backlog refinement, pour moi, c'est indispensable que le PO soit là pour 2 raisons.
Parce que souvent, en général, ça va déclencher des discussions où il va y avoir une sorte de négociation en fait entre le PO et les devs en disant bah ok, ça c'est compliqué, par contre si je te fais ça comme ci, comme ça, t'as 90% de ta feature et c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué, etc., etc. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui me semble hyper intéressant, c'est que ça permet aux devs de comprendre mieux le métier et au métier de comprendre mieux les devs. Et ça, c'est un effet de bord que je trouve hyper intéressant parce que ça va jouer après sur la confiance aussi qu'a le PO envers l'équipe de dev. Il va mieux comprendre les problématiques. Ensuite, il aura l'intuition de ce qui est compliqué et ce qui ne l'est pas. Et voilà, je pense que c'est hyper bénéfique pour le projet et la communication dans l'équipe. Ouais. Et la différence sur les deux aussi, c'est Marc Antoine qu'on a parlé, le backlog refinement, c'est vraiment un travail de fond. Là où le sprint planning, c'est vraiment ce qui va nous dire ce qui arrive dans le prochain sprint, c'est de l'instant, enfin c'est presque de l'immédiateté, hein, c'est pour ce qui arrive et la vision de ce qu'on va présenter en sprint review à la fin du sprint. Moi, je parlais des questions. Effectivement, si une US qui va être dans le sprint planning, il y a des questions dessus, c'est que le backlog refinement a mal été fait. Et du coup, c'est à ça qui sert. En fait, c'est vraiment, il n'y a plus aucune question sur ce qui est dans le sprint planning. Ouais. Oui, le sprint planning, c'est pas fait pour affiner. Et c'est pour. Alors, sur cette on a eu ça notamment où les sprint planning duraient des plombes et des plombes et des plombes parce que, en fait, tu n'as jamais vu l'US, tu sais pas comment la faire, et en fait, tu mélanges les deux, et là, ça fait des réunions énormes, très chronophages, et pas sur GM, hein, forcément, plus sur FG notamment, où on a des choses très très longues en sprint planning. 3 mois. Oui, ça, les sprints de 3 mois, finalement, c'est logique. Sprint planning de 12 heures. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur tout ça? Ouais, si j'aurais peut-être une question. Ouais. Est-ce que pour vous, le backlog refinement, il faut le faire sur les tickets avant de les mettre dans le sprint planning ou est-ce qu'il faut d'abord choisir ce qu'on met dans le sprint planning et après raffiner les tickets? Le sprint planning, justement, c'est censé être prêt à plus de questions. C'est en gros, tu le planifies désolé. Vu que tu le planifies pour genre la semaine d'après, potentiellement, bah, c'est censé être prêt. Ton PO, il a plus de. C'est ça. Tu sais, il a une vision et du coup, les devs ont techniquement du coup la même. Et il n'y a plus d'incohérence. Et quand tu arrives à la review, bah, logiquement, tu as le même produit. Si jamais tu fais pas cet effort de backlog refinement avant, bah, justement, c'est là où tu vas potentiellement avoir des inconnus. Pour toi, c'est avant le planning. Oui. Tu peux le faire après, mais du coup, tu vas faire un backlog refinement pour d'autres issues. Enfin, c'est pas forcément pour les mêmes issues, quoi. En plus, si tu ne le fais pas avant, tu n'as pas les bonnes cartes, t'as pas les cartes en main en fait pour le sprint planning. Le but du sprint planning, c'est aussi de négocier un périmètre en faisant des compromis, en disant ça, j'aurais bien mis ça, par contre, ça passe pas, du coup, je vais plutôt prendre ces deux petites là, etc. Donc, il faut avoir une idée assez précise de la taille de tes US, quoi. Si tu n'as pas fait le backlog refinement, des fois, c'est très dur d'avoir une idée de la taille. Oui. Tristan ou les autres, vous arrivez à sanctuariser votre planning qui ne change plus? Alors non, mais pour moi, c'est pas forcément un problème si on est d'accord qu'on échange des tâches de même complexité. C'est-à-dire qu'au milieu du sprint, on vient de dire bah, ce truc-là, on n'y a pas touché, bah, c'est pas grave, on le fait pas parce qu'il y a tel truc qui était priorisé depuis. Moi, ça me choque pas, je pense pas que ce soit très perturbant. Encore une fois, le backlog refinement, c'est vraiment. Un sprint, c'est des tâches à dev. Hein. C'est pas en fait, on prend le ticket, on doit mûrir 2 semaines le truc. C'est impossible de faire un périmètre de sprint qui donne quelque chose à la fin si on doit faire ça pendant le sprint. C'est pas l'agilité, ça fonctionne pas comme ça. En fait, ça peut être aussi. Enfin, moi, je sais qu'on l'a fait sur ces genres. Dans le sprint, tu peux inclure des tâches qui vont être genre un workshop sur telle ou telle feature. Parce que le PO, il a une vision, il a une feature qu'il veut, qui est un peu floue. Le dev, il peut du coup l'aider parce qu'il a une expertise de alors ça, ce truc-là en particulier, c'est genre très complexe, mais on peut t'aider à le faire en mode MVP avec des petites features au fur et à mesure. Et du coup, tu vas mettre dans ton sprint potentiellement des tâches de workshop pour justement après avoir des backlog refinement plus simples, des issues qui vont être prêtes avant, quoi. Ouais, ça c'est hyper important ce que tu dis, c'est qu'il faut garder de la place dans les sprints pour les tâches qui sont non fonctionnelles. Et ça, typiquement, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, une fois que le PO a compris votre métier, et là, il va comprendre qu'il y a besoin de tâches techniques, il va comprendre qu'il y a besoin de tâches de refinement, et je pense qu'il sera plus à même de dire, OK, on garde 20% de bande passante pour des tâches qui ne sont pas des US, en fait, quoi. Yes. Pour rebondir sur l'histoire des est-ce qu'on a touché ou pas,
Nous, sur GLD, on n'a pas de sprint du tout. On est plutôt en Kanban. En fait, on n'a pas de Scrum en général. C'est juste une Kanban, Ouais. quoi. Donc, du coup, c'est une méthode alternative au développement en sprint. On n'a pas ces, comment dire, cérémonies agiles qui permettent de, Ouais. etc. Et ça marche aussi plutôt bien. Bon, on les a, mais Ouais, alors encore une fois, c'est un cadre. elles sont espacées. Et puis, Ouais. mais, sauf qu'elles s'appellent. Ils sont continus. Voilà, ça Ouais. continue, mais du coup, c'est pas C'est une comment, cérémonie spécifiée à la fin d'un sprint. Du coup, on n'a pas ce sprint. C'est ça. Après, voilà, ce C'est template, une façon de faire. ce Oui, template est à adapter suivant le projet, bien sûr. Oui, mais justement, on parlait des méthodes du coup mises en place chez Lixi. Ouais, Vous avez des phases de discussion Mais oui. Ah, mais complètement, bien C'est sûr. ça n'empêche pas de. Et on a, grosso modo, faire ça. qui est dans le même tableau que vous. On a des tickets qui sont juste là, qui ne sont pas écrits. Il faut les écrire. Et on a une definition of ready, machin. Après, l'agilité, c'est aussi tout l'intérêt, c'est d'avoir la feedback loop la plus rapide possible pour justement les retours clients. Après, si voilà, le client n'est pas, parce que ça reste aussi du coup forcément que le client doit être très investi et investi du coup même dans le projet. Si forcément le client il teste ça 3 mois après le dev, c'est qu'il n'a pas besoin de la feedback loop. Là-dessus, on a justement plutôt de la chance parce qu'on a un client qui interagit avec nous directement sur GitLab. Donc, il a ses épiques, il manipule avec, et on a cette boucle de retour assez rapide. Du coup, ça nous permet de faire du Kanban. Et vous êtes en déploiement continu, hein, ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc ouais, je pense que ça c'est adapté, quoi. Là où t'as un problème, c'est qu'en fait, tu as besoin de synchroniser sur des livraisons officielles avec des phases de QA et tout. C'est ça, il faut prendre ça en compte. Nous, je pense que là-dessus, le Scrum est plus adapté, quoi. Ouais. Nous, c'est Lixi qui a la responsabilité du développement, par exemple, en prod. Ouais. C'est le cycle de sprint, c'est le ticket. Et on fait tout ça en fait sur le ticket. Ouais. Et après, on n'y arrive pas tout le temps, on fait des lots et tout, mais ça dépend. Mais l'objectif, c'est ça, c'est par ticket, on fait un cycle. Et puis on peut décider n'importe quand de faire une map parce qu'il y a une feature qui a été débloquée, et puis il le veut maintenant, donc on le fait maintenant, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Enfin, je veux dire, il veut qu'on active la feature en prod maintenant, on le fait dans la demi-journée, quoi. Ouais. Donc ça nous permet d'avoir cette agilité, justement. Voilà, c'est juste le point. Comment. Ouais, non, mais c'est intéressant, et moi je suis vraiment convaincu que l'organisation du projet doit être calquée sur la manière dont tu livres, en fait, hein, dont tu livres et tu déploies. C'est ça le nerf de la guerre, en fait. Hein, donc, et tout le reste, ça se met au service de ça. Hein. Donc on a toujours des phases de QA aussi, mais c'est plus le client qui va venir valider dans un environnement de recettes qui est déployé plus souvent que la prod. Il va dire, ok, tout ça c'est validé, hop, on livre, et puis le lendemain, c'est fait, quoi. Marc. Ok, un petit mot sur la rétro, quand même. Un petit mot sur la rétro. Des mots sur la rétro. Qui veut parler de la rétro? J'ai pas posé une autre question. En fait, je n'ai pas posé cette question. Rétro? Monsieur à gauche, qui n'ont pas beaucoup parlé. Si tu veux parler? Ouais. Vincent, tu veux nous parler de rétro? J'en ai deux. Ah, Yohan. Yohan qui n'a pas encore parlé. Alors, pour moi, la rétro, du coup, c'est une cérémonie agile qui se passe en fin de sprint ou après les sprints. En gros, chacun dit sa vision. Enfin, tous les acteurs du sprint disent leur vision sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et aussi, parfois, je pense, quels pourraient être les risques qui peuvent arriver dans le futur, dans les futurs sprints. Voilà. Ok. Et du coup, quand je dis tous les acteurs, il y a le PO, enfin, vraiment tous les devs, tous les PO, les testeurs, tous ceux qui sont impliqués dans le sprint. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je t'oublie un truc, je pense. Même. Et c'est plus oui, important, je pense. C'est plus important. Ouais, oui. à la fin de du coup, cette cérémonie, le but c'est de définir des actions pour éviter les problèmes futurs ou pour remédier aux problèmes passés. Ok. Des choses à ajouter? Ok, donc c'est un temps pour. Je trouve que les rétros aussi, c'est un temps un peu hors projet. En fait, on sort un peu du truc pour se poser et se dire tiens, là, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, quelles sont les platanes qu'on pourrait prendre.
Je ne peux pas brûler platane. J'ai platane. Voilà, en effet, trouver des actions pour améliorer les choses, toujours dans les boucles d'amélioration continue que l'agilité nous permet de faire, en tout cas, nous impose de faire. Voilà. Oui, Inès. Comment tu fais si le client il veut pas venir, ou ils sont jamais dispo? Le client devrait venir s'il tient à son projet. Enfin, oui. Comment tu fais? Après, ça, je sais bien. Il y a le PO qui vient, mais les autres, ils viennent jamais. Encore moins les Après, testeurs. ouais, c'est très simple, compliqué aussi. Ils sont sur plein de projets différents et tout ça. Voilà, on va parler de Cetra spécifiquement, mais je pense qu'il y a un problème d'implication, notamment sur GM. Et ça découle de ça, je pense. Ils sont à moitié là, ils sont à moitié pas là, ils sont à moitié dans les délits, ils font à moitié autre chose en même temps. Enfin, c'est un peu toujours ça. Je pense que c'est juste une résultante en fait, directe de ça. C'est dommage. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui traînent, mais c'est encore une fois, l'agilité, pour moi, c'est implication du client dans le truc, sinon ça marche moins bien. Oui, de toute l'équipe, mais dans le cas des prestations de services, c'est forcément. Il n'y a pas de solution miracle à part aller. Par le dire ça en risque sur le projet. Ouais, c'est ça. Mettre explicitement en risque que l'implication du client, c'est une condition nécessaire pour que le Scrum se passe bien. S'ils sont conscients et qu'ils ne viennent pas, on ne va pas les forcer, je pense. Remonter dans les copies, co-projets, etc. On ne va pas les forcer, en effet. Mais il faut qu'ils soient conscients que ça marchera moins bien. OK. Pour l'instant, on a encore pas mal de choses. Je vous propose d'arrêter après celui-là, pour pas non plus faire. Et on en refera un autre, je pense, sur tout ce qui est technique, relecture, test, etc. Je vois. Parce que je pense que la branche qui garde. Les micros sont sensibles, ça serait ballot. OK. Outils de gestion de projet. Alors là, c'est notamment comment sont gérés les projets dans l'outil cité, je pense. C'est ça de mémoire. Là, c'est vérifier qu'on a un outil qui tient la route et que c'est cohérent avec ce qu'on a dit jusque-là. Donc, voilà, par exemple, si on fait du Scrum, on va être capable d'avoir des boards Scrum, ce genre de choses. Ouais. Notamment pour avoir des gens sur les choses, sur un sujet, sur une action, sur tout ça, important qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit en cible de l'action, qui soit en action dessus, que ça soit écrit quelque part, et potentiellement avoir une date. Alors, pour les US, c'est plus un temps de dev, etc. Savoir, quand c'est des sprints, c'est du sprint. Mais pour tout ce qui est US, savoir quand est-ce que. Voilà, des dates, des actions, pour permettre de suivre ça, quoi. Jamais laisser des questions en suspens avec, de toute façon, voilà. C'est un peu comme les to-do dans le code, to-do. Ça restera 10 ans après, quoi. Et je pense que sur l'outil de gestion de projet, ça vaut le coup de passer un petit peu de temps à customiser au max l'outil. Par exemple, si on est sur Jira, faire un board qui nous va par rapport à la manière dont on gère le projet, quoi. Ça peut faire une différence. Ouais. OK. Typiquement, s'il y a des colonnes qui ne servent pas, on les vire parce que au final, ça fait plus de bruit qu'autre chose. Ouais. Alors, les gestions des requirements. Anglais. Tout ça. Tu vas en parler. Alors, ça, c'est sûr, grosso modo, comment ça se passe. Donc, typiquement, comment se passe la rédaction des US, qui le fait. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Test fonctionnel, même chose, test de non-règles, etc. Donc ça, on ne parle pas de test unitaire, tout ça, on parle vraiment comment le produit, l'application est testée. Et comment les US sont validés. Est-ce que déjà... Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? De toute façon, tu en parlais, peut-être pas... Je sais pas, peut-être qu'il y a un petit feedback des gens sur ce qu'ils trouvent être une bonne US. Qu'est-ce qu'on a envie de trouver dans l'US? Ah, ça sort de leur domaine de compétences. Moi, j'ai pas de story sur mon projet, du coup, elles sont vite, donc je vais pouvoir dire ce que j'aimerais bien.
un contexte, quelque chose qui donne l'objectif de la story, une description du besoin claire et la liste potentiellement des choses externes à la story qui pourraient être utiles, la documentation Confluence ou quoi que ce soit qui pourrait être utile, et des critères d'acceptation. Donc Non, ça, c'est plus après. Hein. Mais, ah oui. ça fait Ouais, plus- mais enfin, nous, ça par fait exemple, partie ce qu'on du avait sur US, Seitra, hein. tu vois, les critères d'acceptation dans la story, qui te permettent en fait à la fin de ton dev de passer ces tests-là manuellement et de voir bon bah tout a bien marché, c'est conforme à ce qu'on attend et voilà. Ouais. Il y a d'autres choses ou des retours d'expérience sur des US Dans mon précédent projet, dans ma boîte chez Scalian, on avait un très bon fonctionnel qui s'occupait de la rédaction des US. Il avait fait que ça pendant 20 ans. Et le truc, c'est qu'il était vraiment trop dans la description et on avait des US qui étaient ultra détaillés, où il parcourait chaque petit point, chaque petit détail. Le truc, c'est qu'elles étaient imbuvables pour nous, quoi. Parce qu'il nous fallait vraiment poser un RTT pour lire l'US, quoi. Donc c'était un peu chiant et trouver l'entre-deux, je dis pas que c'est facile, mais il faut éviter aussi qu'elle soit trop descriptive et trop longue, je pense. Pour le coup, pour l'avoir vécu, c'était vraiment très désagréable et même même en lui disant, en faisant des points pour lui expliquer, etc., ça n'a pas vraiment solutionné le problème. Enfin, pas autant qu'on l'aurait voulu, donc compliqué. Ouais. Alors ça, c'est, je pense, partie évidemment du boulot du refine de Backlog Assignment, notamment. Voilà, on voit une US, c'est une US fleuve, on ne sait même pas la chiffrette tellement qu'elle est grosse. Voilà, il faut la demander, il faut découper. Voilà. C'est bon. Ouais, ouais, par exemple. Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure. Pour vous, qui écrit les US? Ou qui devrait les écrire? Pour moi, c'est le On a un PO, PO. sans doute, sans aucun doute. Ouais. Donc, vous demandez à quelqu'un dont c'est pas le métier de vous expliquer son besoin dans des termes qui ne sont pas les vôtres. C'est aussi une source de problème pour moi. C'est le but du backlog. Ouais, c'est ça, c'est le but du backlog. Ouais. Alors, le rôle du PO, le rôle du PO, pour moi, c'est de vous expliquer son besoin et de vous le transmettre, vous l'expliquer. Par contre, la rédaction de l'US, en fait, l'US, elle est à votre destination. Et en fait, pour moi, c'est des gens comme vous qui devraient les écrire, en fait. Avec vos langages, tes critères d'acceptance, si tu veux qu'on se mette d'accord sur ce que ça doit faire, mais la façon dont tu dois attendre quelque chose, en fait, tu peux pas le demander à quelqu'un dont c'est pas le métier, en fait. Alors, tu vas mettre ta conception technique, mais pour moi, en fait, la façon d'expliquer les choses, ça a toujours été un souci pour moi. Ça va partager, mais c'est pas forcément son rôle unique de rédiger ça, en fait, pour moi. La rédaction, elle est hors scope pour lui. Alors, du coup, pour utiliser moi pas mal Jira avec Accenture, je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, comme disait Tristan, c'est d'utiliser les outils à fond. Tu as les stories, où du coup, ça va être le PO qui va du coup exprimer son besoin, etc. Et toi, en tant que dev, au moment où tu vas avoir ta story que tu considères qu'elle est prête, etc., tu vas créer les tâches en fonction. Parce que ta story, c'est pas genre mettre en place la base de données, par exemple. Ça doit jamais apparaître dans une story. Et du coup, ça sera les tâches, ou peu importe comment tu gères avec tes outils, etc. Et les devs, parce que potentiellement sur une story, vous êtes à 3 à 4, tu vas définir des tâches précises liées à cette story. Mais du coup, c'est des tâches techniques. C'est pas une story technique. Et donc, du coup, la story, pour moi, elle est faite par le PO, justement, avec son besoin, etc. Et les devs vont créer, donc, via les outils qui sont à leur disposition, des tâches qui correspondent, qui permettent, du coup, à la fin d'avoir des critères d'acceptation qui ont été, qui sont remplis ou des choses comme ça, et d'aller, justement, pour moi, il y a les deux, en fait. Tu peux, soit, si jamais tu es à l'aise avec juste les stories qui sont faites par le PO, parce que le métier est peut-être pas très compliqué, tu arrives facilement à communiquer, t'as pas besoin, si effectivement il est très complexe, avoir justement les tâches qui vont droit au but d'un point de vue technique, où du coup le PO, en fait, on s'en fiche qu'il la comprenne ou pas, puisque c'est pour le dev. Par contre, à la fin, lui, il a sa story qui est claire, et il est capable de dire, OK, vous avez fait vos tâches, ça remplit mon US, et c'est bon, quoi. Alors après, tu redécoupes tes US, en fait. Ça, pour moi, Tu en fait, définis des objectifs liés à ça, quoi. Après, les terminologies peuvent être différentes. La granularité, le dommage. Mais en fait, pour moi, effectivement, le PO a la responsabilité de l'EPIC, c'est-à-dire le fonctionnel tout en haut, que tu comprennes ça, en fait, ce que je veux dire, c'est
il y a la manière de t'adresser, de t'expliquer la chose à faire dans l'US, mais en plus, tu attends à ce qu'il ait une vision du découpage à appliquer. Et pour moi, en fait, il ne peut pas faire mécaniquement, à moins qu'il ait une connaissance parfaite de ton métier, de ta technique et de comment tu vas le faire. Il ne peut pas découper en US, en fait, une épique. Ça ne peut pas être son rôle. Alors, c'est fait à deux. Mais c'est pour ça qu'en fait, le problème pour moi, de te dire le PO a la main sur tout, c'est pas un truc, quoi. Vous êtes en se pose en assistance complète du truc. Après, je pense que ça dépend, encore une fois, des projets. Tu l'as ou non? Donne-le à... Je pense que ça dépend vraiment des projets, du genre de PO qu'on a, en fait. Parce que Dans un monde idéal de bisounours, je parle. dans le monde idéal de bisounours, après, là, donc ça, je pense que, ouais, en effet, que les US soient plus découpés par en gros, ceux qui vont le faire. Donc, je pense que c'est pertinent. Par contre, pour moi, en fait, il faut travailler de proxy PO. En fait. Pour moi, un proxy PO peut avoir ce rôle-là. Et alors, après, c'est du nommage. C'est du nommage. C'est juste du nommage. En fait, tu peux avoir plusieurs rôles sur une personne. Mais c'est du rôle de proxy PO et c'est tout à fait faisable sur un projet. Parce que si tu fais que les devs écrivent les US, ils montent en compétence sur le fonctionnel. Ah, mais bien sûr, mais si les devs peuvent être proxy PO. Les devs peuvent être proxy PO, j'ai aucun souci avec ça, bien sûr. Mais oui. Les testeurs dans le lot, ils font quoi? Parce que les testeurs, ils se basent sur les US pour tester. Si c'est écrit par les devs. C'est fonctionnel. Hein. Enfin, pour moi, ça doit être lisible et on peut faire ouais, mais si tu demandes à un dev d'écrire une US, ce sera assez technique. Enfin, le risque, c'est que ça devienne technique. C'est pour ça que c'est du boulot de proxy PO. Ça doit être. Ouais, ça s'apprend. Non, pour moi, l'US, ça reste clairement sur le métier et les critères d'acceptance de ton US, ils sont compréhensibles et idéalement écrits par les testeurs. Ouais, et là où je suis d'accord avec Seb, c'est que par contre, le découpage peut ne pas être pertinent. Et là, c'est tout le boulot du backlog refinement où on va renégocier le truc pour redécouper, faire des US plus petites et qui ont un sens comme malgré tout, indépendamment les unes des autres. Mais pour moi, le besoin, faut surtout pas commencer à dire que c'est le dev qui l'écrit, quoi. Alors, on peut le coécrire, le reformaliser, renégocier, tout ça en backlog refinement, mais il faut absolument que les PO soient impliqués, quoi. Ah oui, non, ouais, le PO valide. Je ne dis pas que le dev doit avoir la main sur le métier, hein. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est la manière d'écrire l'entrant réel. Pour moi, c'est trop compliqué à faire. À la grande époque, Inès, quand on était à Ouest France, on faisait des cérémonies des 3 amis, et en fait, le backlog refinement et les specs sont faits en conjointement avec l'archi au besoin, mais tech lead, PO, PPO si besoin, et QA. Ouais. Et la QA participe à la rédaction des US. Et c'est le seul pour moi, ça c'est idéal. D'avoir les requirements. La QA, il faut absolument qu'elle soit incluse. Et d'avoir le double développement des tests d'acceptance automatisés en parallèle du dev. Et que tous se rejoignent dans un monde idyllique parfait. Parce qu'il ne faut pas oublier que les US, normalement, Scrum, c'est les tâches techniques, vraiment. Enfin, non, les US, c'est une fonctionnalité. C'est user story, c'est en tant que. Voilà, je sais plus, il me semble que c'est les petites tâches, non, tu as les épiques et tu as les US dans chaque épique. Non, mais si une US, c'est une fonctionnalité que t'apporte un utilisateur. Voilà, mais du coup, il ne faut pas. Il faut pas comprendre les deux, quoi. Il faut que le PO il reste au-dessus, comme disait Sébastien, d'écrire les fonctionnels, et ensuite c'est à l'équipe de dev de décrire ses tickets techniques, quoi. Et voilà. En tant que. Oui, je sais. En tant qu'utilisateur lambda, lorsque je clique sur le lien, j'accède à l'écran machin. Voilà, mais sauf que là, derrière, tu as 5 tâches techniques qui font que tu dois faire un accès. Voilà, c'est d'autres choses, c'est des tâches techniques que tu as en plus. Mais du coup, l'US, c'est le PO qui décide ça. C'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Oui. Je veux qu'en cliquant là, mais c'est pas forcément lui. En effet, c'est pas forcément lui qui l'a rédige, parce qu'il n'est pas forcément au sujet de l'implémentation, du découpage des écrans, des machins, des trucs. Donc ça peut. Est-ce que tu as besoin d'avoir ça dans l'US? Ah bah. Si, parce que si tu fais pas gaffe, tu vas écrire une US qui n'est pas implémentable, ou qui va prendre du temps, ou ça va pas être la bonne manière de faire étant donné la technique, quoi. Combien de temps tu peux développer ça, en fait? Qu'est-ce que ça représente en termes de temps de dev et d'effort de développement? Oui, mais c'est bien ce que je dis, c'est pas dans l'EPIC que tu définis ça. L'EPIC, il veut juste un truc. Ah, dans après, c'est toi qui lui dis combien de temps ça prendra. On est d'accord là-dessus, du coup, il ne faut pas confondre chaque chose. Ouais, mais on a une vision biaisée sur GLD, parce qu'effectivement. Après, vous avez un. Non, pas forcément. Si tu découpes en US. Non, c'est pas lui de faire ça. On est d'accord. Après, ça dépend, tu vois, parce que typiquement, en fait, ça dépend. Vraiment, il faut faire une réponse normale. Parce que sur notre projet, où c'est du front, on a des écrans, des formulaires, des machins et tout.
Là, le PO, il veut un écran avec ces champs-là, et il veut qu'on clique sur enregistrer, ça enregistre. Donc là, du coup, voilà. Mais ça s'arrête là. Ça, pour moi, c'est loupé. Tu crois? Il est en train de vous expliquer comment faire. Et c'est pas, il vous explique pas ce qu'il veut faire. Et dans un monde parfait. C'est avec l'UX, ça. Oui, bien sûr, non, mais après, il y a d'autres personnes et tout ça, mais c'est pas à lui de t'expliquer, je veux exactement ça comme ça. Dans un monde idéal, il est d'un point de vue fonctionnel. Ouais. Parce que après, s'il vous donne le détail d'implémentation, même si c'est l'UX, vous vous retrouvez avec des applications qui sont immaintenables, dégueulasses, Ouais, je sens. à 40 000 champs. Et tu perds en fait, parce qu'en fait, il te dit comment l'utilisateur doit l'utiliser et pas ce que l'utilisateur cherche à avoir comme valeur. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a un scope qui est trop bas, hein, mais c'est très dur à faire. Je sais pas, ouais. Non, mais c'est clair. Pour moi, c'est clairement une co-construction, quoi. Et donc, t'as les deux qui interviennent sur la rédaction de l'US. Ah oui, je ne dis pas que c'est. Enfin, même les trois, c'était les testeurs, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres sujets? On n'a pas parlé des chiffrages. On n'a pas parlé des chiffrages. Alors, je vais te dire pour le sprint planning. Parce que personne n'a dit poker planning, par exemple. Non. Bah, vas-y, Tristan. Alors, mais du coup, c'est ce qu'on a envie d'avoir un chiffrage associé à l'US. Je sais qu'il y a différents avis. Moi, je dis oui, clairement. Et Donc, j'aurais bien aimé avoir vos avis. Tu le fais quand? Soit au backlog refinement, soit au sprint planning. Enfin, backlog refinement quand tu considères que l'US est raffiné, quoi. En fait, là où je trouve le chiffrage hyper intéressant, c'est pour moi, c'est un bon guide de refinement. C'est-à-dire qu'une fois que tu es capable de chiffrer et que le chiffrage il est moins inférieur ou égal à 5, c'est que ton backlog il est bien refiné, quoi. Ouais. Donc moi, je le vois plus comme ça, comme étant un élément qui te permet de dire que tout le monde a compris la même chose et que le travail à faire est pas trop gros. Et personnellement, je comprends pas l'intérêt de ne pas le faire si on est dans cette optique-là. J'aurais une question. Est-ce que le PO participe au chiffrage du coup? Non. Normalement, non. Enfin, en tout cas, il vote pas. Si on est en mode de poker planning, il vote pas parce que là, pour le coup, tu es vraiment dans le métier de dev. Donc c'est toi qui sais comment développer. Il ne chiffre pas. Si tu mets ça avec un backlog refinement, il peut être là pour répondre à des questions Oui, c'est parce ça. qu'il y a un flou. Il peut être là, mais il ça. participe pas. Parce que c'est 10, c'est 15, c'est 2. Voilà. Sinon, il ne devrait pas. Bah non. C'est aussi pas mal qu'il soit là pendant ce poker planning parce que du coup, ils peuvent se rendre compte d'un truc où ils se disent. Enfin, vous avez encore une fois dans le délire que Tristan disait de comprendre la technique et la technique comprend le métier. Ou un truc que le PO va se dire en fait, c'est simple. Quand tout le monde lève la main, tu c'est 10. Il va peut-être se rendre compte que finalement, non, c'est quand même trop complexe. C'est ça. Il est là, il est clairement là à la session, par contre, il vote pas. Je trouve ça intéressant quand il vote. Du coup, ça permet de voir sa vision, en fait. Il n'a pas les détails d'un plan, mais c'est un peu compliqué de chiffrer. Ouais, mais justement, lui, enfin, du coup, il va voter sur la partie fonctionnelle. Du coup, ça permet d'avoir un autre point de vue. Enfin, je vois. Moi, je trouve ça intéressant, même si c'est pas forcément la note représentative en général. Le danger, c'est qu'il offre un biais énorme parce que vu que c'est généralement dans notre cas le client, quand le client te donne un chiffrage, je t'explique pas quand l'équipe doit voter derrière. Non, c'est le prix. Ouais, mais justement, en fait, là, du coup, là, c'est un planning poker. En fait, du coup, c'est au même moment, tout le monde vote en même temps. Et je sais que nous, sur certains projets, on le faisait voter, mais on ne tenait pas compte de son vote. Donc, en fait, ça permettait d'avoir un aperçu de ce qui s'imaginait par rapport à la réalité. C'était très, très intéressant. Et au final, au fur et à mesure de l'évolution du produit, il était beaucoup plus dans le vrai sur l'estimation de ses pièces. Et du coup, c'est le but que ça converge à terme. Voilà. Et donc, ça avait un gros avantage, c'est que derrière, il pouvait assez facilement estimer les US qu'il proposait. Il les estimait. Il avait déjà un ordre d'idée sur ce qui allait se produire. Ok. Et c'est réaliste d'avoir des PO qui sont autant impliqués, parce que je suis d'accord sur c'est pas inintéressant qu'il soit là, c'est jamais inintéressant, mais à un moment, si on dit il doit être dans quasiment toutes les cérémonies partout, alors est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vraiment ça vous arrive d'avoir des PO qui sont
à ce point-là impliqué dans. Enfin, ça me paraît peu réaliste, quoi. C'est là où je suis là. C'est le Bah, cas, hein. c'est jamais inintéressant, hein, mais il y a un moment, il faut être réaliste aussi. Il peut pas être partout dans toutes les cérémonies, quoi. Techniquement, un taf à temps plein. Techniquement, quoi? C'est pour ça que c'est techniquement un taf à temps plein et c'est pareil pour les Après, Ouais, mais en pratique, il fait juste, d'autres choses, ça, il fait de ça arrive jamais. C'est une question d'organisation après, en fait, parce que la cible de tout ça, entre guillemets, ça pourrait être des product teams, en fait. Et dans ce cas-là, si ton équipe, elle gère un produit, toutes ses fonctionnalités, en fait, le PO, il fait partie de l'équipe et il est à temps plein sur ton équipe, quoi. Ok. Parce que, effectivement, c'est le problème Chez la Next, on l'a. Ouais, Ça, je suis là avec Yoann. Forcément, ça développe des gains partout, hein, je suis d'accord aussi. Oui, en soi, c'est pas inintéressant, mais je savais que nous, on avait fait des trucs avec des backlog refinement. On faisait deux parties. On faisait quasiment une première partie où on nous présentait les tickets fonctionnellement, on faisait des discussions avec le PO, et après, on faisait la partie technique du backlog refinement pour lui dégager du temps. Parce que sinon, au début, il faisait des réunions de 3 heures et il nous avait dit, mais je peux pas faire ça, faut que j'arrête, je peux pas faire vos réunions de 3 heures de refinement, c'est pas jouable, quoi. Et ça arrive souvent en expérience que les PO, ils disent, mais je peux pas faire tout. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y a de plus en plus d'organisations où il y a des PO et des product teams, là. J'ai l'impression. Donc, à mon avis, ce sera de plus en plus. Ils auront conscience qu'il faut une personne qui consacre du temps au projet, quoi. Et surtout, ce dont il faut qu'on se méfie, c'est que les projets qu'on prend en interne en forfait, je pense que ce temps-là, nous-mêmes, on le passe pas forcément, alors qu'on est tous conscients que c'est important. Ok, est-ce que vous avez d'autres remarques? Je vous propose qu'on arrête là. Si vous n'avez pas d'autres remarques, on est manger et qu'on continue un autre jour. C'était très bien. Merci beaucoup. C'est bon? Juste petite remarque pour finir, du coup. Le but de ça, c'est vraiment d'apporter ces sujets-là et que vous ayez conscience, quand vous êtes en train de taffer sur votre projet, si jamais il y a un truc que vous sentez que c'est pas bien fait ou c'est pas comme ça ou ça pourrait être optimisé, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous et prendre conscience que c'est fait aussi partie de votre taf de développeur ou de l'e-tech ou de quoi que ce soit, de mettre tout en œuvre pour que l'organisation du projet se passe le mieux possible, quoi. C'est aussi ça qu'attendent les clients de vous, hein. Donc n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, qu'on voit s'il y a des marges de manœuvre, ce genre de choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, à plus. Salut. Salut.